Merci beaucoup Yves. Comme je dis, c'est toujours mieux d'être applaudi avant parce qu'après, on ne sait jamais. Alors, normalement, on m'a annoncé une zapette, donc la voici, et je vais essayer de surtout de faire un peu moins si je peux. Voilà, c'est dans ton truc. Donc j'ai prévu d'aborder 3 points. L'avenir à construire, c'est vous parler un peu de mon métier qui est la prospective et l'attitude qu'il faut avoir face à l'avenir. Dire quelques mots sur les bonnes nouvelles des mutations à venir, arrêter d'avoir peur. Et je crois que là, on voit toujours ce qui est mauvais dans la mondialisation, on ne voit pas assez ce qui est bon. Et il y a d'extraordinaires bonnes nouvelles, heureusement. Et puis, je vais parler aussi, naturellement, de la montée des travailleurs indépendants et des professions libérales. En vous annonçant tout de suite que je risque de répéter, mais je ne le ferai pas trop, puisque j'ai entendu à nouveau des choses qui viennent d'être dites. Mais un truc que je n'ai pas entendu encore, c'est qu'il va falloir un peu mieux s'entendre sur ce qu'on appelle profession libérale et travailleurs indépendants. Parce que sur le plan européen, en tout cas, c'est pas clair, c'est flou, et sur le plan national aussi. C'est un être vivant, mais pas complètement identifié. Alors, on rappelle 2 choses, c'est que l'avenir n'est pas écrit, il reste à construire. Et c'est une vision complètement différente que j'ai de la prospective. Donc, c'est de dire que, finalement, face à l'avenir, il y a 3 attitudes. Il y a ceux qui courent après le ballon, comme sur un match comme sur un stade, hein, et sans nécessairement l'attraper. Ceux qui essayent d'anticiper les coups, qui sont préactifs. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ceux qui sont proactifs, qui tiennent le ballon, qui mènent le jeu. Et naturellement, quand vous êtes proactif, c'est les autres qui vous courent derrière. Donc il faut prendre l'initiative. Et je crois que plus on est perdu, plus il faut prendre l'initiative. Alors pour les entreprises, ça veut dire être innovantes, créer des ruptures sur les marchés. Mais pour les acteurs sociaux, c'est la même chose. C'est déplacer les projecteurs sur des nouveaux champs de discussion et de réflexion. Donc c'est très important, cette proactivité, l'avenir à construire. Et puis surtout, se poser la question de savoir qui on est. Et c'est un dessin que je présente régulièrement. Je ne donnerai pas de nom aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui disparaissent, mais beaucoup des candidats passés au présidentiel se comportaient un petit peu comme le chat qui se prenait comme un lion. Alors on pourrait donner des noms, mais je n'en ferai pas parce que certains seraient mécontents, ils les aiment bien encore. Mais il y a plein de lions qui meurent en ce moment, hein, vous l'avez vu. Et les chats ne s'en rendent pas compte. Et puis on a un problème dans notre pays, naturellement, c'est que, oui, ça a moins de succès quand je présente ça à Bercy. Hein. Et en général, les gens trouvent ça drôle, sauf lorsqu'on parle de leurs propres problèmes. Donc c'est pour ça que je ne suis pas un comique universellement reconnu. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'un des problèmes qu'on a dans ce pays, c'est que ceux qui réglementent l'économie sont beaucoup trop jacobins. Ils ont appris l'économie dans les livres et pas dans les comptes d'exploitation. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, je me souviens, j'avais été voir Rebsamen en disant « Mais pourquoi vous imaginez de prendre des mesures pour les jeunes qui sont des mesures pour les emplois d'avenir, pour les jeunes qui sont sans avenir, alors que vous avez à Dijon, dans votre ville, quelque chose qui marche très bien, qui est le groupe ID, qui vient du bas. » Mais il m'a répondu, in fine, et je le dis entre guillemets naturellement, je ne peux rien faire avec ceux qui m'entourent. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des structures bureaucratiques, jacobines, et comme ils sont les meilleurs de la classe et qu'on leur a répété depuis l'âge de 16 ans, eh bien, ils pensent que les bonnes idées ne peuvent pas venir d'autres gens qu'eux-mêmes. Vous avez 5% de chômeurs aujourd'hui dans le pays de Vitré, donc en France aussi c'est possible, pas simplement en Allemagne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne répand pas ces bonnes pratiques venues du terrain? Et ce n'est pas une question naturellement de couleur politique des élus. À droite comme à gauche, il y a des gens qui sont bons. C'est une question simplement d'expérience et de compétence et de ténacité. Alors qu'est-ce qu'une profession libérale? Ce que j'ai trouvé dans la littérature, au-delà des idées reçues que je pouvais avoir moi-même, c'est qu'une profession libérale, c'est d'abord des prestataires de services à caractère intellectuel et indépendant. Donc, intellectuel et indépendant, ça ferme un certain nombre de métiers, naturellement. Absence de lien de subordination. Ils sont garants du secret professionnel. Donc, tout ça, c'est des relations de proximité et de confiance, hein, qu'on a déjà évoquées.
une activité non salariée, c'est un critère d'ordre social, et une imposition au titre des bénéfices non commerciaux. C'est plus compliqué, ça, à comprendre. C'est une question piège pour des politiques sur des plateaux de télévision. C'est quoi les bénéfices non commerciaux? Bon, donc il ne faut pas leur poser parce qu'ils ne sauront pas répondre. Hein. Le prix du ticket de métro, c'est déjà difficile. En tout cas, ce que j'ai retenu, et je dis ça pour l'UNEAPL, c'est aussi que les comparaisons qui sont faites, vous savez, il y a en Europe un sixième des travailleurs indépendants qui sont des professions libérales. Bon, ça me semble pas du tout expliquer la mode de calcul, même si c'est l'Europe. Il faut se méfier un peu de ce genre de choses. Et il y aura sans doute besoin, dans les mois ou les années qui viennent, de redéfinir le périmètre et clarifier tout ça, parce que, en tout cas, ce n'est pas comparable d'un pays à l'autre, même si ça existe sous des formes différentes. La bonne nouvelle, elle a été rappelée par le président. Je vais simplement juste mentionner le fait que c'est effectivement un excellent choix que d'avoir une union des professionnels de proximité. Les deux mots sont forts et ils permettent de recouvrir l'ensemble de manière très positive et très moderne. Donc ça me semble bienvenu. Bon, évidemment, chacun va vouloir dire on représente la masse des entrepreneurs par rapport aux autres. On voit bien que là, il y a un problème de saine rivalité et concurrence entre les organisations patronales, mais ce n'est pas mon sujet. Hein. Les questions qu'il faut toujours se poser, quel que soit, y compris donc, pour l'Union des professionnels de proximité, c'est que puis-je faire là où je me trouve? Aide-toi le ciel t'aidera. Et quand on demande aux industriels ou aux entrepreneurs vendéens pourquoi ils sont aussi performants alors que ce n'est pas une grande mégalopole, ils vous répondent, c'est parce que je n'attends plus rien de l'État. Donc, c'est une bonne nouvelle. On peut faire sans aide publique. Arrêtons de tendre le bol, et c'est une question de cohérence. On ne peut pas d'un côté tendre le bol et de l'autre côté demander qu'on nous en prenne de moins en moins. Une aide publique, c'est forcément un argent qu'on nous a déjà pris et qu'on nous rend en partie. Donc vous voyez qu'il y a une question de cohérence. Et de ce point de vue-là, ça pose plusieurs questions, l'exemple que je montre, mais en tout cas des questions aussi de taille critique des territoires et du mythe de la métropolarisation des activités qui me semble non fondé, mais qui n'a jamais été discuté. Le small peut être profitable. Et puis, je reviens à mon métier de prospectiviste, je constate que j'ai un métier difficile en fait. Parce que quand on annonce un problème trop longtemps à l'avance, on vous dit pour l'instant, ce n'est pas l'urgence. Et quand on est dans le problème, on vous dit c'est trop tard pour l'éviter. L'histoire du Titanic est là pour l'expliquer. Tant qu'on n'est pas dans le Titanic, la croisière peut continuer. Mais une fois qu'on y est, on dit les chaloupes à la mer et il y a pas de place pour tout le monde. Et donc, le prospectiviste que je suis, sur un sujet que je n'ai peut-être pas mis là, mais je me souviens, j'avais fait un rapport pour M. Monory sur l'éducation, et c'était pour demain, en 1986, et on a un risque d'avoir une surabondance de diplômés, une pénurie de professionnels. Alors je suis content parce que j'ai eu raison, mais je suis triste parce que je n'ai pas été écouté. Et qu'aujourd'hui, la réforme de la formation professionnelle, vous savez qu'en gros, le chiffre frappant qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a 3 fois moins d'apprentis que l'Allemagne, et on a aussi 3 fois plus de jeunes au chômage. Alors c'est pas si simple que ça le mécanisme, mais ça suppose qu'on remette en cause nos mécanismes profonds. Et ceux qui le remettront en cause, ce n'est pas ceux qui en vivent. La remise en cause ne peut être qu'externe, naturellement. Ou alors, quand on parle de l'Allemagne, ça fait 30 ans qu'on dit « c'est intéressant, mais ce n'est pas transposable ». Alors, c'est curieux. Il y a un certain nombre de myopies, je vais évoquer la myopie démographique, mais par exemple, ça fait des années qu'on annonce le passage de la possession à l'usage. Un jour ou l'autre, on aura de moins en moins d'automobiles en France, même si on est content quand le marché de l'automobile repart. Parce qu'au moment où je vous parle, 97% des véhicules ne circulent pas, c'est un gaspillage collectif énorme. Donc on se rend bien compte qu'il va bien falloir essayer de gérer les choses autrement. Et d'ailleurs, quand il y a 10 ou 15% des véhicules qui circulent, la France, c'est des centaines de kilomètres de bouchons. Donc on voit bien qu'il faut se préparer à ces changements. Alors on a évoqué aussi tout à l'heure la vague numérique, l'ubérisation. Personnellement, j'ai du mal à comprendre
comment on peut être pour l'ubérisation quand on est bobo de gauche, ou de droite d'ailleurs? Parce que d'un côté, on est pour payer le moins cher possible, en tant que consommateur, c'est vrai. On est aussi pour un meilleur service, parce que c'est venu remettre en cause les choses, mais c'est une contradiction, parce que ça remet complètement, ça crée une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres, qui d'ailleurs aujourd'hui commence un petit peu à s'organiser pour essayer de voir se libérer. Donc je crois que l'ubérisation a fait évoluer les choses dans un sens intéressant, notamment c'était bloqué avec les taxis depuis 30 ou 40 ans. Hein. On avait une réglementation des taxis qui était faite pour faire le bonheur des taxis, mais pas le bonheur des clients. On se rend bien compte qu'il y a eu des évolutions, mais cette vague numérique, alors en tant que prospectiviste, parce que on pourrait dire, Michel Godet l'avait dit, mais au moins on ne me reprochera pas de ne pas l'avoir dit, eh bien, n'est rien par rapport au tsunami démographique qui nous attend, dont personne ne parle. Et j'ai eu l'occasion d'en parler au moment des présidentielles, ces derniers mois, à tel ou tel candidat, et on se rend bien compte que ce n'est pas leur problème. La vraie question que je me pose, en tant que prospectiviste, c'est la carte géoéconomique ou géodémographique du monde en 2050. Pour résumer, je passe pas sur le fait que la Chine va perdre 100 millions d'habitants et va être dépassée par l'Inde par 300 millions, ça c'est de la géopolitique. Mais prenons simplement le cas de l'Afrique et de l'Europe. La Russie va perdre 20 millions d'habitants. La Russie, c'est pas plus, sur un grand continent, c'est pas plus que la France et l'Allemagne réunies. C'est un petit pays qui nous est proche en termes de culture. Et puis surtout, l'Europe va perdre 55 millions d'actifs en moins d'ici à 2050. C'est pas loin, 35 ans. Ça veut dire que cette Europe va être obligée d'ouvrir ses portes pour l'immigration de travail. Il faut des bras et des cerveaux. Et qui va venir? Est-ce qu'on va les trier en fonction des besoins du marché du travail? Ou est-ce qu'on va ne pas résister à la vague? Alors simplement la vague, c'est l'Afrique, comme vous le savez. Et le chiffre qui fait peur, que donc je vais donner, même si par ailleurs j'ai des bonnes nouvelles, 1,3 milliard d'Africains en plus dans les 35 années qui viennent. Vous faites 5% de ce flux supplémentaire pour l'Europe, pour la France, pardon, c'est pas beaucoup, eh bien ça fait quand même un doublement de la population qui serait en métropole à cet horizon. Donc c'est une véritable rupture. Et quand vous posez des questions aux politiques, ils vous répondent « j'ai des échéances à 6 mois ou 18 mois, mais je ne vais pas en plus gérer les problèmes qui ne seront plus les miens. » Voilà. Donc c'est comme ça que la myopie se développe. Et vous voyez, l'Europe est à 1,4 enfants par femme, les États-Unis sont à 2,1. C'est une vraie question. Et néanmoins, je voudrais quand même donner des bonnes nouvelles au passage, parce que j'ai une vision plutôt positive. Moi, je me souviens, j'avais peur quand j'avais 20 ans, ça me semble drôle à dire, en 1968, mais le monde était coupé en deux. D'un côté, il y avait les cartes de l'OTAN, où ça commençait en rouge à partir de l'Allemagne, et de l'Allemagne de l'Est, et ça finissait en rouge au Pacifique. Et c'était le temps des dictatures en Amérique latine, où on avait l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar en Europe, donc, oui, et la Grèce des colonels. Donc en fait, on se rend bien compte que tout ça, l'espace démocratique s'est développé, et surtout, par un bon indicateur, c'est l'espérance de vie qui a augmenté partout. Je ne parle pas des niveaux de vie, de l'espérance de vie. Même en Afrique, regardez cette carte, hein, même en Afrique, l'espérance de vie depuis 1970 a augmenté de 13 ans. Et même vous prenez des régions plus surprenantes encore, mais on trouve dans les Maldives 28 ans. Donc la carte sera donnée pour ceux qui la veulent. Donc c'est pour dire que j'ai des bonnes nouvelles. Autre bonne nouvelle aussi, le taux d'homicide ne cesse de diminuer. Notamment en Colombie, ça vous allez dire au point où ils venaient de très haut, hein, mais aux États-Unis aussi. Donc partout, le taux d'homicide ne cesse de diminuer, et partout aussi, les morts dues à la guerre baissent décennie après décennie, et tant mieux. Je ne sais pas si on fait des guerres propres, on en parle de plus en plus des guerres, et malgré la Syrie, eh bien, on continue à avoir des statistiques qui baissent au niveau mondial. 91% des enfants vont à l'école, et de ce fait, le nombre d'analphabètes recule dans le monde, notamment le nombre de femmes, car ce sont les femmes qui aident les pays à évoluer naturellement. Donc vous l'avez compris, on est dans un monde en mutation, il va falloir tout changer. On a une troisième vague d'innovation, technique notamment, mais pas seulement. Et puis, il va falloir innover, valoriser pour rester dans la course. Donc il faut vraiment plus que jamais investir dans la formation, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on est mal placé?
Parce qu'on est réputé pour nos succès techniques et nos échecs commerciaux. On méprise les vendeurs dans ce pays. Il ne suffit pas d'avoir un bon produit, il faut être capable de le vendre. Et un vendeur, ce n'est pas un diplômé d'école de commerce. C'est quelqu'un qui accepte de prendre 3 claques avant d'embrasser une fille. C'est toujours vrai, ça. Même si je pratique plus beaucoup. Je vois que Patrick, ça lui rappelle des bons souvenirs, c'est ça. Bon. On a les exceptions françaises, les 35 heures. Bon, c'est un débat d'actualité, naturellement. Mais quand on regarde les statistiques de l'OCDE ou de Eurostat, on voit que par habitant, on travaille moins que les autres. Et comme j'ai dit depuis longtemps, c'est pas en ramant moins qu'on avance plus vite. Et avec aussi le bon sens qui était le mien, et qui je l'espère l'est toujours, j'ai constaté, et à l'époque je travaillais avec la revue 4 de la CFDT d'ailleurs, j'ai constaté que quand on réduit le temps de travail, ça diminue le temps social. Or, il faut du temps social, il faut du temps d'échange, de lien social, pour vivre le travail correctement. Donc en faisant la réduction de temps de travail sans se rendre compte, on a réduit les temps morts, qui sont indispensables à la vie sociale. Donc c'est des idées que je ne regrette pas d'avoir toujours. Et puis on a naturellement le problème du principe de précaution qu'on est les seuls à avoir dans la Constitution. C'est une règle qu'on devrait avoir en France, ne jamais prendre des mesures que les autres ne prennent pas. Ah oui. C'est une question de benchmarking, comme on dit. Si c'était une bonne idée, d'autres l'auraient eu avant. Et si personne l'a eu, c'est qu'elle n'est pas si bonne. Et vous voyez comment on recule. Alors, ces chiffres-là sont terribles. La France, qui était en PIB par habitant, en parité de pouvoir d'achat, c'est un peu technique, mais en gros, retenez qu'en 1980, on était à 20% au-dessus du Royaume-Uni en niveau de vie par habitant. Aujourd'hui, on est dépassé. Vous voyez ce signe de recul. Alors, il n'y a pas que l'argent, etc., mais c'est quand même un indicateur, et c'est dommage qu'il soit dans ce sens-là. J'en ai presque fini avec cette partie de prospective. Il faut en finir avec les exceptions françaises, vous l'avez compris. Je suis pour des syndicats forts, mais je ne suis pas pour des syndicats sans syndiqués. Donc il y a longtemps que j'avais proposé qu'on rende obligatoire un chèque syndical qui forcerait chaque travailleur à se prononcer et faire une véritable concurrence. On ne va pas rentrer dans le débat, c'est presque des débats des présidentielles. En tout cas, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a 7 points de dépenses publiques de plus que la moyenne communautaire, 11 points de plus que l'Allemagne, qui était dans la situation inverse en 1980. Donc on peut rattraper, mais le vrai problème, c'est de réduire la dépense publique. Comment faire plus en dépensant moins et tout en faisant mieux en termes de services? Et ça, la Suède a donné une réponse. Il ne faut pas confondre service public avec statut public des agents qui le rendent. Et au nom de l'égalité de traitement des citoyens, ils ont donné à chacun, à tout le monde, le même statut de travail. Donc on voit bien que c'est une manière de poser des questions. Sur la dépense publique, puisque ça a été abordé ces jours-ci, je voudrais simplement vous inviter à regarder sur Internet ce que disait Jean Choussat en 1998. C'est le directeur de budget, il a une lettre qui était à l'époque confidentielle, qu'il avait envoyée à son ministre et qui n'avait pas été publiée, mais qui est toujours sur Internet quand même. C'est beau la France. Et donc il disait qu'à l'époque, on pourrait réduire de 10% la fonction publique. On avait que 5 millions de fonctionnaires. Et là, on voit bien qu'il y a des problèmes de... En fait, la vérité, c'est qu'il y a des problèmes de management. Pourquoi est-ce que les crèches privées sont plus rentables que les crèches publiques? Ce n'est pas d'idéologie, c'est qu'il y a un management qui est privé ou il est public. Et donc, il y a un meilleur management et il y a moins d'absentéisme. Et ce n'est pas les hommes qui sont en cause et les femmes, mais c'est la manière dont on les traite. Alors, le contexte de demain, de cette France qui est notre beau pays, bien, je vois une croissance molle des cheveux gris. Arrêtons de croire que la démographie n'aura pas d'effet sur la croissance. On n'aura plus de croissance de 4% comme dans le passé. Et là, donc, la croissance molle des cheveux gris, même ceux qui n'ont plus de cheveux, malheureusement, ça joue un rôle. Il faudra se poser la question de l'utilisation efficace des retraités qui veulent rester actifs. C'est déjà le cas. Et puis, vous avez parlé des petites entreprises. Elles sont 3,6 millions sur les 3,9 millions. 3,6 millions de petites entreprises de moins de 10 personnes sur les 3,9 millions. Donc on voit bien que
c'est 95% des entreprises de ce pays. Et là, de ce point de vue-là, il faut se poser la question des auto-entrepreneurs, qui représentent la moitié des professions libérales qui se créent. Mais le statut des auto-entrepreneurs, il va falloir le réviser, parce qu'il n'y a que 4% des auto-entrepreneurs qui changent de statut. Donc c'est un statut qui n'est pas encore complètement figé. Et puis on a un autre problème aussi, c'est qu'on n'a pas assez de professions libérales ou de petites entreprises qui créent des emplois. En France, c'est qu'il y a 80 000 emplois créés en France par an par les entreprises nouvelles, soit 2 à 3 fois moins qu'en Allemagne. Donc c'est tout à fait perturbant, ça a été évoqué. S'il y a trop de solos, c'est parce qu'on sait bien que c'est facile d'embaucher, mais c'est plus difficile de débaucher en cas de difficulté, de problème. Et donc là, il y a des progrès qui sont déjà faits dans la loi El Khomri, mais ce n'est pas suffisant, sans doute, qu'il faudra aller plus loin et autrement. Voilà, ça a déjà été dit sur les professions libérales. Et donc je voudrais terminer en voyant une tendance favorable au développement des professions libérales. Je crois qu'on ira dans plus d'externalisation, donc ça c'est un point positif, plus d'urbanisation avec une élévation du niveau éducatif pour des professions intellectuelles. La génération Y veut travailler à son rythme et à son compte, c'est des caméléons nomades, donc ils veulent réussir leur vie plutôt que dans la vie. Et Atos, eh bien aujourd'hui chez Atos, ils embauchent 10 000 personnes par an, il y en a 42% qui souhaitent travailler au compteur en quelque sorte, à la tâche. Et donc ça suppose de revoir complètement les contrats d'embauche. Et c'est une question que se pose Thierry Breton. Et l'ubérisation va dans ce sens, naturellement, et le besoin de proximité et de lien social aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous remercie.